On sait que les enseignants ont souvent besoin de prouver qu'ils travaillent. Alors, pourquoi? Je suppose que c'est un manque de confiance en eux, un besoin d'être reconnu, un besoin d'avoir une validation. Alors une validation de l'extérieur, hein, donc de sa hiérarchie ou des parents. Et comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par je donne beaucoup de travail et surtout du travail écrit avec une trace tangible pour que les parents et ma hiérarchie voient que je travaille. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler la question que vous avez posée? Oui, alors moi alors j'ai une classe de petits moyens, mais je pense qu'elle va, enfin il y a moyen de répondre pour tous les niveaux. C'était quelle place pour l'écriture alors que nous sommes à distance de nos élèves en fait. Tout ce qui est accompagnement du geste, voilà, comment les accompagner de loin. D'accord. Donc, en fait, quand vous parlez d'écriture, quand tous les profs parlent d'écriture, il faut déjà savoir de quoi on parle, de quelle écriture on parle. Entre le geste ou la production d'écrit. C'est ça. Donc, en fait, il y a même trois choses. Il y a le geste en maternelle, Oui, et ensuite, il y a le geste qui continue en élémentaire avec la copie, puisqu'on va oui, aller dans la performance et donc faire en sorte que les élèves écrivent de mieux en mieux et de plus en plus vite. oui, Et il y a la production d'écrit. Donc pour l'écriture, par rapport au geste, je pense que c'est important d'avoir des critères très très clairs. Donc est-ce que en maternelle, vous allez travailler des motifs graphiques, auquel cas c'est pas de l'écriture, on est en activité artistique, donc vous n'avez pas de souci à vous faire, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et ils s'entraînent. oui, Est-ce que vous commencez à travailler le tracé de quelques lettres? ouais. Si c'est la capitale d'imprimerie, apparemment, j'ai cru comprendre que le sens du tracé n'avait pas d'importance. Sauf que pour moi, ça en a. Alors je vous dis pourquoi. Ça en a parce que quand je travaille sur la capitale d'imprimerie pendant des mois et des mois, voire des années, j'ai pas envie que ça serve à rien. Un Donc, peu. voilà. Donc du coup, je leur propose un sens du tracé qui leur permettra de savoir écrire les lettres en majuscules plus tard. Oui, Exemple. Alors là, vous allez peut-être me voir à l'envers. Alors, je ne sais pas comment faire. Mais si je demande à écrire un A en capitale d'imprimerie et que je commence... Est-ce que là, vous voyez à l'endroit? Là, c'est bon, non. là? Non. Alors, j'essaye comme ça, hein. Si je pars du haut et que je reviens comme ça, eh Oui, bien, les enfants sauront peut-être écrire un A en capitale d'imprimerie. Mais si je pars du bas à gauche, donc là, je pense que mon doigt est en oui, bas à droite. Non, ça oui. va? Tout va À bien. gauche, il est à gauche. Il est à gauche. Je monte, je redescends, je lève mon stylo et je fais un trait. Eh bien, ils sauront facilement écrire un A en majuscule puisque c'est exactement le même sens du tracé. Oui, Ce qui fait que si vous voulez les accompagner dans le sens du tracé, je pense qu'il est important de vous filmer et d'accord. de mettre votre téléphone au-dessus de votre main pour qu'ils voient bien comment vous tenez l'outil et dans quel sens vous allez. En fait, les fiches avec les pointillés et les flèches ne sont pas performants ni efficaces parce que les enfants ne donnent pas de sens. Euh, ils relient les points. Donc en fait, ils ne voient pas que c'est une lettre et ils ne donnent pas de sens à l'exercice. Donc D'accord. si ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ont des idées de passation de consignes, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Moi, ce que je vous propose pour tracer des lettres, c'est de vous filmer.
Maintenant, si j'arrive en élémentaire et que j'arrive à la copie, ce matin, j'ai reçu une vidéo de Karine, qui est enseignante en CP et qui est là, je l'ai vue rejoindre le direct, et qui montre comment elle donne la consigne pour faire une copie avec ses élèves. Et donc, elle dit qu'elle a testé la vidéo et moi, je l'ai vue et je suis sûre que ça a fonctionné. Donc, moi, là, je suis en train de préparer une vidéo sur ma chaîne YouTube avec les consignes de Karine, qui donne toutes ces consignes en vidéo, en fait. Et c'est assez phénoménal. Voilà. Maintenant, pour la production d'écrits, j'ai plein d'idées. Et là aussi, je prépare une vidéo YouTube. En fait, vous pouvez proposer une consigne, un inducteur d'écriture, et laisser libre l'écriture des élèves, c'est-à-dire ne pas vous soucier des erreurs, enfin des erreurs d'orthographe. Là, on ne parle pas de la maternelle. On parle de l'élémentaire, mais je reviendrai à la maternelle après, tant que vous êtes avec moi, Elodie. Ça marche. Donc, si vous donnez un inducteur et que vous laissez les élèves écrire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, simplement en dégageant leur créativité, vous allez recevoir leur production et vous allez mesurer leur imagination et la chronologie de l'histoire. Donc, exit l'étude de la langue, c'est pas l'heure. Maintenant, des enfants qui ne savent pas écrire ou qui n'écrivent pas vraiment bien, en tout cas ne sont pas encore à l'aise avec le geste d'écriture, vous pouvez demander aux parents, si c'est possible en fonction du milieu socio-culturel dans lequel ils vivent, d'écrire ce que les parents disent. Mais il y a une autre façon de faire. Vous pouvez demander à vos élèves d'enregistrer l'histoire qu'ils auraient bien voulu écrire. Et ils vous envoient un fichier son. Donc au final, vous avez plein de possibilités pour l'écriture. 1. Vous vous filmez pour montrer le sens du tracé. 2. Vous guidez une copie en vidéo et comme Karine l'a proposé, et donc la vidéo sort bientôt sur ma chaîne. 3. Vous proposez un inducteur d'écriture, ou bien les enfants écrivent en autonomie, ou bien ils dictent à leurs parents, ou bien ils s'enregistrent. Voilà. Ça marche. Karine propose dans les commentaires qu'avec la classe virtuelle, il est possible de faire de la dictée à l'adulte. Eh ben voilà. Mais attention, alors là, si on parle de dictée à l'adulte, je vais être un tout petit peu technique. Il y a deux façons de faire travailler les enfants. Non, il y a deux façons de travailler la langue écrite à l'oral avec les enfants. Ces deux façons, c'est la prise de notes et la dictée à l'adulte. Donc la prise de notes, j'écris ce qu'ils me disent en reformulant à l'oral avant d'écrire la phrase qui est correcte. Donc j'écris pas ce qu'ils me disent comme ils me le disent, sinon il n'y a pas de travail. D'accord ? La seule exigence, c'est le sens. Par contre, dans la dictée à l'adulte, je fais reformuler à l'oral avant d'écrire. Tant que c'est pas correct pour moi, je n'écris pas. Mais par contre là, j'ai toutes les exigences de l'écrit. Donc je vais attendre des dialogues, je vais attendre des descriptions, je vais attendre des portraits, je vais attendre une concordance de temps. En fait, même des métaphores, des comparaisons, je vais leur permettre d'écrire un texte long. Alors qu'avec la prise de notes, je vais leur permettre d'écrire des textes très courts, des phrases, des légendes, des listes. Voilà, donc oui, avec la classe virtuelle, on peut très bien faire de la dictée à l'adulte en ayant à l'esprit que je vais aller avec un groupe de 6 élèves loin dans mes exigences à l'oral. D'accord. Et donc, prise de notes de la petite section au CM2, dictée à l'adulte de la grande section au CM2. Voilà.
Vous aviez une autre question concernant le vocabulaire, Elodie? Oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir quelle stratégie on pouvait mettre en place pour consolider les acquis en vocabulaire, bah, notamment par exemple dans l'AREP+, où le vocabulaire est très important, et les faire progresser, notamment bah, là avec par exemple le vocabulaire du printemps. Admettons, voilà, on fait la germination de la graine. Bon, on n'est pas en classe, et comment on va acquérir de... Oui. Donc, par rapport au vocabulaire, si vous travaillez la germination de la graine, je suppose que vous allez demander à vos élèves de semer une graine chez eux Oui, et de l'observer. oui, Et on travaille souvent avec des imagiers. Et tout à donc, fait. ils peuvent prendre des photos de ce qu'ils constatent et vous pouvez donner le vocabulaire à côté. En D'accord. fait, je pense qu'on peut très bien concevoir des imagiers ou des outils de vocabulaire sur un PowerPoint interactif. Alors ça, il faudrait faire un tutoriel, mais dans le PowerPoint interactif, vous pouvez avoir des images, des mots. Les élèves peuvent associer les images aux mots s'ils savent lire, mais vous pouvez aussi avoir des fichiers sons, entendre un mot, l'associer à l'image. Ils peuvent pointer une image et dire le mot. Et puis, il peut y avoir des jeux de cartes. Et par rapport à ces jeux de cartes, je suis en train de préparer une vidéo aussi pour mémoriser le vocabulaire Oui, en jouant. d'accord. Voilà, donc en fait, des jeux de cartes. Mais ça, c'est pour tous les niveaux aussi, hein. Oui, Parce que, en fin de compte, je dois apprendre du vocabulaire dans toutes les bien classes. sûr. Voilà. Est-ce que ça vous a donné des pistes? Impeccable. Merci beaucoup, Daniel. Donc, Karine sait comment, sur la classe numérique, on peut créer des exercices avec des photos. Donc, en fait, je pense qu'il va falloir faire un tutoriel. Et si jamais vous avez des idées d'activités et que vous voulez les partager, eh bien, vous pouvez les partager en vidéo, vous me les envoyez et moi, je conçois une vidéo sur ma chaîne YouTube avec toutes vos idées. Là, ça pourrait être un super partage, quoi. Donc, on m'a demandé, une question qui est revenue souvent, c'est comment préparer la période qui arrive. Donc l'idée, c'est de savoir comment préparer quelque chose pour que ça se fasse et à distance et en présence si jamais on revient en classe. Alors, Alors, ma question, c'était, oui, c'était concernant ma fille, hein. En fait, donc je prépare moi le CRPE cette année, depuis l'année dernière, et donc j'essaye de me servir de ses erreurs pour lui apprendre, pour lui faire acquérir ses savoirs, ses compétences, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de mal parce que dès que donc on revient sur les corrections d'exercices et que j'essaye donc de lui montrer là où il y a des erreurs pour refaire des exercices dessus, elle se braque. C'est elle veut pas, c'est non, je me suis pas trompée parce que non, mais en fait c'est pas ça que je voulais écrire. Enfin, elle trouve toutes les excuses du monde pour dire qu'elle s'est pas trompée. ok. Est-ce que vous avez peur qu'elle se trompe? Pas du tout. Je lui dis tout le temps que c'est pas grave et que c'est à partir de ça qu'on va apprendre des nouvelles choses. Comment vous lui dites qu'elle s'est trompée? Alors je corrige exercice après exercice et dès que je vois une erreur, donc je lui dis donc là là il y a une erreur, donc on va le revoir toutes les deux. Est-ce que vous pointez ce qu'elle réussit à faire? Oui, j'essaye de lui dire à chaque fois, voilà, là, tu as réussi, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Là, ah, tu t'es trompé, on va revoir ça. Ok. Est-ce qu'elle serait capable de voir elle-même si elle s'est trompée? Oui, oui, oui. Si elle corrige, et d'ailleurs, si elle le voit, elle va le cacher avant de me montrer. D'accord, donc c'est elle qui a peur de l'erreur. Ah oui, ça, c'est sûr. Ok. Je suis habituée, elle pleure, elle supporte pas l'erreur. Ok, alors j'ai deux choses à vous proposer. Et, il y a le même cas avec un petit garçon de 4 ans et demi en moyenne section. Et c'est vrai que c'est très dur, très très dur de faire classe à ces enfants. En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être enseignant avec des enfants qui ne sont pas les nôtres que d'être parent et enseigner en même temps, parce que déjà, on n'a pas le même rapport, on n'a pas le même enjeu affectif et on peut avoir des maladresses. Donc, moi, je vous propose deux choses. La première chose, c'est
de travailler avec elle sur sa peur de l'erreur. Pourquoi elle a peur? Quel est son enjeu? Et ça, vous pouvez vous faire aider. Alors, moi, je sais que le meilleur conseiller pour ça, c'est Pascal Bianic, que vous verrez demain dans le live. Donc, vous pourrez lui poser des questions par rapport à ça. Mais déjà, si elle, elle est super en stress, ça va être compliqué de lui faire accepter ses erreurs. Moi, dans ma classe de petite section, j'avais vu un enfant de 3 ans qui tremblait parce qu'il n'osait pas faire une trace sur une feuille parce qu'il savait qu'il ne savait pas. Ce qui est déjà énorme de savoir qu'on ne sait pas. Mais lui, pour lui, c'était inacceptable de générer des choses qui n'allaient pas. Donc, une première chose, c'est de la déstresser et de faire en sorte qu'elle accepte ses erreurs et de montrer que vous en faites aussi. La deuxième chose, c'est de lui permettre de vous montrer son travail quand elle s'est relue et qu'elle est fière d'elle. C'est-à-dire qu'elle a des critères de réussite qui lui permettent de savoir si elle a réussi. Alors, je vous donne un exemple avec l'addition posée en colonne. Si je dis à un enfant, parce que je suis enseignant ou parent, pose et effectue cette addition, comment tu sauras que tu as réussi? Qu'est-ce que tu dois vérifier pour savoir que tu as réussi? La première chose, c'est pas le résultat en fait. La première chose, c'est d'aligner les unités identiques entre elles. La deuxième chose, c'est d'avoir mis le signe qui correspond à l'opération. La troisième chose, c'est d'avoir commencé à calculer par les unités, puis par les dizaines, puis par les centaines. La quatrième chose, c'est d'avoir su mettre une retenue. La cinquième chose, c'est d'avoir inclus la retenue dans le calcul. Et en dernier, d'avoir le résultat que je peux vérifier avec ma calculette. Et donc, si quand je vérifie mon résultat, ce n'est pas le même, je peux avoir tout ce processus en fait de vérification qui va permettre à mon enfant ou à mon élève de s'auto-corriger et de s'auto-évaluer. Je pense que votre rôle est trop présent peut-être pour elle et qu'elle a du mal, elle a peut-être besoin d'autonomie. D'accord, oui. Oui, en plus, elle est assez autonome, donc c'est vrai qu'elle n'aime pas toi derrière. Bon. Personne n'aime qu'on lui dise non, là, ça va pas, tu t'es trompé. Hein. Donc, je pense que vraiment pour tous les parents qui nous regardent ou pour tous les profs, pensez vraiment aux besoins d'autonomie que vos élèves ou vos enfants peuvent avoir et laissez-leur de la place, en fait. Soyez avec eux juste pour répondre à leurs besoins, pour les accompagner quand ils vous le demandent et pour leur permettre de s'assumer et de se sentir grand et compétent. Il y a un commentaire qui dit « Mon fils, à chaque erreur, se qualifie de nul qui ne sait rien faire. On a conçu un bocal de force, bravo, rempli de qualités le concernant. » Alors, ce qui serait pas mal par rapport à ce bocal, c'est que lui aussi trouve ses propres qualités. Si c'est vous qui lui dites, peut-être qu'il va pas forcément vous croire. Et lui, il peut en fait remplir le bocal avec ses propres qualités. Il y a des gros mots qui ne sont pas ceux qu'on croit. Moi, je préférerais que les enfants disent des insultes plutôt qu'ils disent nul, jamais, toujours. Voilà. Donc, peut-être des règles à mettre en place à la maison. Quels sont les gros mots de la maison? Et non, nul, on ne dit pas quoi. Personne ne le dit surtout. Il y a Karine qui dit aussi que son fils se fâche quand on lui demande de recommencer. Ah ben voilà, l'enregistrement son, c'est super intéressant, effectivement. Et alors ça peut se faire. Donc là, l'exemple est donné pour la musique, mais on peut très bien le faire pour la lecture à voix haute. Et on ne dit rien en fait. L'enfant lit, s'enregistre et s'écoute. Et c'est lui-même
qui dira si ça lui convient ou pas. En fait, là, on est déjà en train de parler d'évaluation positive et d'auto-évaluation. J'étais en train de vous parler de la période 5. Donc, je reviens là-dessus. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de préparer votre progression pour la prochaine période. En sachant que si vous mettez le stress par rapport à la gestion du temps et que vous vous dites je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, ça ne va pas arranger les choses parce que de toute façon, il faut accepter d'être en retard là. Hein. Donc voilà, on accepte qu'on ne fera pas tout ce qu'on a prévu de faire. Et tant pis, et peut-être tant mieux. Parce que ça va peut-être permettre à certains enfants de prendre du temps pour acquérir des bases qui les mettront en réussite au retour. Donc, je préfère prendre du temps et m'assurer que tous mes élèves sont bien cadrés plutôt que de me dire il faut que j'ai terminé ces notions dans ce temps imparti et quoi qu'il en coûte. Ça, ce serait dommage. Donc, je vous propose déjà d'envisager les compétences, les connaissances. Donc, moi, je vais parler de savoir, les connaissances, de savoir-faire, les aptitudes et de savoir-être, les attitudes. Qu'est-ce que vous voulez enseigner pour la prochaine période? À partir de là, quelles sont les activités que vous pouvez mettre en œuvre pour que vos élèves travaillent ces compétences? Quand je parle d'activité, je ne parle pas d'exercice. Là, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'opportunité que ça offre, c'est qu'on est obligé de s'adapter à la vie de tous les jours, au quotidien. Et donc, on est obligé de donner du sens. Quelles sont les situations authentiques, les situations vraies que je peux proposer à la maison et qui travaillent les compétences que j'envisage d'enseigner? Je crois que tous les adultes là devraient prendre une bonne dose de zénitude parce que il est possible qu'on donne plus de travail à distance que ce qu'on aurait proposé en classe. Du coup, ça génère du stress, sûrement des psychodrames, et pour les adultes et pour les enfants. Et le but, c'est pas que tout le monde soit en burn-out à la sortie du confinement. Hein. Le but, c'est qu'on ait appris des choses et qu'on en ressorte bien plus fort. Donc déjà, on déstresse. On déstresse. On cherche des situations vraies qui donnent du sens aux apprentissages. Si je propose de faire de la cuisine, eh bien, c'est une mise en projet. Les élèves, les enfants, je vais parler d'enfants là, les enfants vont devoir lire, devoir comprendre, devoir travailler les unités de mesure. Ils vont travailler la proportionnalité aussi. Et ils vont être fiers d'eux parce qu'ils vont partager un moment avec l'adulte qui les accompagne ou les adultes qui les accompagnent. Donc voilà, si dans le travail que j'envisage, eh bien, il y a de la lecture, il y a des fractions, il y a la proportionnalité, un de ces trois objectifs, en fait, je peux proposer des recettes. Ces recettes, je peux les envoyer aux parents. C'est-à-dire que pour les élèves de maternelle, je peux très bien avoir une recette en images. Donc, il n'y a pas besoin de lire des consignes, mais il y a besoin de lire des images. Vous pouvez envoyer une recette vous-même parce que dans le libellé de la recette, dans la façon dont vous l'avez écrite, il y a du vocabulaire que vous avez choisi. Il y a peut-être aussi des façons de donner les unités de mesure que vous avez choisies. Est-ce que vous en êtes déjà au nombre décimaux? Est-ce que pas encore? Est-ce que vous en êtes plutôt à des unités de quantité du type pot de yaourt, cuillère, verre? Et là, donc, c'est important que vous donniez le support. Mais sinon, vous pouvez choisir
de laisser le choix aux parents de faire la recette. Et ce qui pourrait être intéressant pour continuer, c'est de dire aux enfants de s'enregistrer pour expliquer la façon dont ils ont fait, comment ça s'est passé et s'ils ont aimé leur gâteau, peut-être même avec une photo et de vous l'envoyer. Et ça fait une production qui vous permet d'évaluer le travail. Alors, par rapport à l'objectif qui doit être clair, oui. En fait, à partir du moment où je dis ce qu'une activité travaille, je lui donne du sens et je lui donne de la force. C'est un petit peu comme quand je suis en sport, par exemple, que je fais les mouvements du coach sportif, mais je ne sais pas quel muscle ça travaille, donc je fais tant bien que mal. Puis à un moment donné, il me dit, donc ça fait travailler les dorsaux. Et d'un coup, je prends conscience des muscles et je prends conscience de toute la tension que ça génère à cet endroit-là. Et ça va forcément être beaucoup plus efficace. Donc oui, vous donnez une recette à faire. Quel domaine d'apprentissage, comme une préparation en fait, quel domaine d'apprentissage, quel attendu de fin de cycle, quel objectif visé. Et vous entendez que j'ai pas fait la liaison, il n'y a pas de S, hein, c'est un seul. Une seule compétence, un seul attendu de fin de cycle, un seul objectif, même si ça va travailler d'autres choses. Donc en fait, si vous faites la liste des activités qui correspondent à ce que vous voulez enseigner dans tous les domaines que vous devez enseigner, il est possible que vous puissiez procurer du plaisir à la maison, entre parents et enfants, pour que ça devienne quelque chose de ludique, d'authentique, quelque chose à partager et surtout une fierté au bout. Vous êtes en projet tout le temps au final. Au final, vous serez en projet tout le temps. Après, si jamais on rentre à l'école et que la période n'est pas terminée, rien ne vous empêche de partir sur ces bases et d'avoir déjà de près des activités qui donnent du sens aux apprentissages. Et moi, j'aimerais bien que ça ne se perde pas en fait. Parce que cette continuité pédagogique et cet enseignement à distance nous permettent vraiment de faire preuve de créativité, d'inventivité pour être au service des apprentissages et d'être dans la pédagogie tout le temps. Si jamais je garde ça, en enlevant le stress du timing et que je rentre en classe avec toutes ces compétences-là que j'aurais construites moi en tant qu'enseignant, j'aurais changé de posture. Et c'est énorme. J'espère que j'ai répondu par rapport à la préparation de la période 5, que ce soit à distance ou en classe. Pensez activité authentique, pensez jeu. Tous les jeux de société, normalement, travaillent des compétences. Dans nos classes, on a des jeux. On a des coins jeux en maternelle. Est-ce que je sais si ces jeux-là travaillent des compétences spécifiques? Ça, c'est un travail que je dois faire justement pour ne pas que ces jeux soient de l'occupationnel, mais que ces jeux deviennent de vraies activités d'enseignement et d'apprentissage. Donc, quel jeu on a à la maison? On a des dominos, on a des lotos, on a des cartes et on a peut-être des jeux de plateau. Et à moi de savoir quelles compétences ça travaille. Et là aussi, je vous propose un partage. Hein. Cherchez un jeu chez vous, faites le point sur ce que vous voulez, sur ce que ça peut travailler. Et quand vous demandez aux parents, quand vous demandez aux enfants, c'est quand même eux les premiers interlocuteurs. Quand vous demandez aux enfants de jouer à ce jeu, vous donnez bien l'objectif. C'est très, très, très important. Le Scrabble au cycle 3, mais même en maternelle, hein, le Scrabble, parce qu'ils peuvent reconstituer des mots. Il y a certains parents qui ont du mal à rentrer dans les projets. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne leur avez pas donné l'objectif. Si je ne suis pas claire avec moi, avec les enfants, avec les parents,
il n'y a pas de sens. Donc oui, ça peut être de l'occupationnel, oui, on joue. Donc vraiment, vraiment, au-dessus de chaque jeu, quel domaine, quel attendu de fin de cycle, quel objectif, quelle compétence. C'est vraiment très, très, très important. Donc là, je vous propose vraiment de partager toutes nos idées. Et là aussi, je prévois de faire une vidéo avec tous les jeux qu'on aura trouvés avec un apprentissage spécifique. Alors du coup, ça nous amène au projet. Le projet, vous pouvez le faire. Effectivement, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, moi, je vous en propose 4, 5 et vous voyez ce qui vous intéresse. Après, ce qui serait super, c'est de partager ce qu'on a fait parce que ça nous donne de la force d'être ensemble. Un projet poésie. Le projet poésie, alors là, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube sur la poésie pour éviter d'être dans le cliché. Tu as un poème, tu l'apprends par cœur, tu le récites. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que l'élève puisse choisir un poème, mais vraiment choisir. Donc pour qu'il ait le choix, il ne faut pas lui en donner 2, 3, 4, il faut lui en donner plein. Donc vous pouvez proposer une série de fiches J'arrive plus à parler, il faut que je boive. Vous voyez, hein. Vous pouvez proposer un fichier de poèmes avec plein de poèmes dedans, sur un thème que vous voulez, si vous voulez travailler sur un thème, sur un auteur, si vous travaillez sur un auteur, bref, s'il y a un réseau, vous pouvez utiliser le réseau, mais sinon, non. Et vous pouvez dire à l'enfant, aux enfants, de choisir le poème qu'ils préfèrent. Vous les laissez faire. Ensuite, ils s'entraînent à le dire, à le dire, à le dire, à le lire. C'est pas la mémorisation qui est importante là, c'est le partage. Et ils s'enregistrent. Et toutes les vidéos ou tous les fichiers son que vous recevez, vous les montez les uns derrière les autres. Et vous avez le projet de votre classe en poésie. Ensuite, un projet chant. Vous pouvez envoyer une chanson à écouter et à apprendre. Cette fois, la même pour tous. Vos élèves peuvent se filmer en train de la chanter. Ils vous envoient la vidéo et vous pouvez très bien faire un montage vidéo en mettant les vidéos des enfants en alternance. Et là, vous avez une chorale. Alors bien sûr, ils ne chantent pas tous en même temps, sauf si vous avez réussi à caler le son de toutes les vidéos. Et par contre, vous voyez les enfants les uns après les autres. Et ça peut être drôlement rigolo. J'ai vu que Elodie proposait un projet art plastique. Donc si c'est un projet d'art plastique, la consigne que vous devez donner, c'est, ça peut être un support, un format, une ou deux couleurs, ou bien un geste, ou bien un outil. Et donc, les élèves vont être libres de créer avec une ou deux contraintes. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun enfant qui aura produit la même chose. Et ils photographient leur production, ils vous l'envoient, vous pouvez les mettre sur des padlets, et là, vous avez fait votre expo. Vous pouvez continuer avec la musique, parce que vous pouvez leur demander de choisir la musique qui irait bien avec leur production artistique. Et là, vous avez un fond, une bande son en fait, un fond sonore sur l'exposition que vous faites. Vous pouvez leur demander d'apprendre une chorégraphie, hein. Je sais que ça se fait, je crois que Karine l'a proposé à ses collègues. Donc je sais que Karine a envoyé une vidéo avec une chorégraphie que tous les élèves doivent apprendre, mais c'est tous les élèves de l'école. Alors, explique-nous ton truc. Explique-nous. voilà, j'ai juste, voilà, je me suis dit, il faut rendre les choses plus légères, faut retrouver le goût du partage, faut qu'on se retrouve tous ensemble, parce que c'était une priorité, je pense, avec le confinement. Et du coup, j'ai regardé une chorégraphie, j'ai cherché une chorégraphie, et donc sur la chanson de Footloose, il y avait une super chorégraphie qui était proposée. Par qui c'était proposé? En fait, j'ai regardé sur les vidéos YouTube
Et donc là, je sais que mon travail à moi, ça va être je l'ai déjà balancé, j'ai créé l'événement sur Classe Dojo avec tous les élèves de l'école. Et donc les parents, ils sont mais vraiment présents et ils ont vraiment envie de le faire aussi. Mais l'idée, c'est qu'il faut que je fasse tous les pas. Donc je l'ai faite et il faut que je fasse les pas plus doucement pour que tout le Ah monde bah puisse oui. les approprier. D'accord. Voilà. Donc là, c'est l'étape que je dois mener pour la rentrée là. D'accord. Mais donc Est-ce que est-ce que voilà, tu c'est un accepteras événement. de partager ta vidéo comme tu l'as fait pour la copie et pour le jeu du banquier? Sans problème. C'est super. Sans problème. C'est super. Dans Voilà. les commentaires, j'ai vu que l'UCEP 57 proposait une flash mob. Donc, si vous avez des liens, proposez, partagez. Et comme ça, ensemble, on va gérer le confinement. Mais alors, d'une force, on aura peut-être même pas envie d'aller. Non, ça m'étonnerait. Il manque. Est-ce que je peux rajouter deux petites choses, Daniel? Oui, J'en vas-y. profite. Oui, Je pense qu'il est très très important d'envoyer des messages d'encouragement aux parents également et de créer du lien comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, tu as parlé de ça au début, de faire des vidéos de soi, des enseignants. Et le fait de créer ses propres vidéos, c'est Paul, le fait de créer ses propres vidéos en tant qu'enseignant, ça permet aussi de rassurer, les parents, de donner une continuité aussi comme ça en rassurant par notre présence. il y a un tutoriel sur ma chaîne YouTube sur le Google Doc. Vous pouvez faire écrire vos élèves à plusieurs mains. Et donc, vous pouvez proposer un inducteur d'écriture et qu'ils se connectent en même temps ou pas et qu'ils puissent apporter leurs idées, se corriger, insérer des idées, compléter ensemble. We ba do dee da 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 way.